Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Nico 1.7o. 1984 tous les jours. Il me semble qu'on vit une période particulière, qu'il est difficile d'appréhender ce que l'avenir nous réserve, de savoir de quoi demain sera fait. À bien des égards, il se pourrait qu'on ait tout ou son contraire. La période, comme le mentionnait à juste titre Jean-Luc Mélenchon, s'avère excitante. Elle peut laisser présager d'une victoire de notre camp, et donc nous laisser entrevoir le meilleur. Victoire qui serait synonyme de société plus juste et égalitaire, délivrée de nombre des discriminations qu'on court aujourd'hui, ou encore où l'emprise des puissants serait desserrée, voire pourrait disparaître. Ce qui pourrait nous amener à l'avènement d'une société où le vivant pourrait recommencer à vivre en harmonie avec la nature. Dans le même temps, c'est une ère tout aussi terrifiante, à l'aune d'un changement imprévisible de l'écosystème, avec lequel on se doit de composer. Une ère où la victoire de nos adversaires de toujours est plus qu'envisageable ou vraisemblable. La route leur a été pavée pour ce faire. Je passe sous silence l'urgence climatique et un bouillonnement incontrôlable à l'échelle planétaire, qui complique encore l'équation. C'est mieux pour notre santé mentale à tous. C'est aussi préférable pour conserver la volonté militante intacte, pour se concentrer sur l'envie d'agir. Ces considérations mises à part, il y a bien quelque chose qui se dégage du moment présent. C'est la dystopie qu'on vit à l'heure actuelle. On peut dire que George Orwell en a rêvé et que Macron l'a fait. Si l'œuvre de cet anarchiste espagnol semblait être un ouvrage d'anticipation, on avait bien compris la possibilité qu'un jour, une telle société finisse par advenir. On ne pensait pas, par contre, que le monde décrit serait mis en place si rapidement. Plus troublant encore qu'il correspondrait aussi bien à ce que Orwell décrivait au travers de ses pages. Ne nous voilons pas la face. La Ve République et son hyper-présidentialisme auront sûrement été d'une grande aide de ce point de vue. On relancera aussi cette idée que le passage à la Sixième République est un prérequis. Pourtant, c'est un fait. On est, sous Macron, confronté à un monde où les mots n'ont plus le sens qu'ils sont censés avoir. Ils désignent même désormais l'inverse de leur signification d'origine. J'ai en mémoire quelques blagues issues de discussions entre insoumis, à base de « prenons le discours de Macron, pensons l'inverse, pour savoir ce qu'il y a dans les tuyaux ». On en est là. Plus que jamais, on en est là. Quelle preuve plus éclatante que cette campagne de lutte contre le wokisme et autres islamo-gauchisme présumés. Le fait d'être éveillé devenant quelque chose de négatif, le monde à l'envers en somme. L'antiraciste devenant le raciste, et je vous en passe et des meilleurs. Le battage médiatico-politique contre Raphaël Arnault lors de la campagne des élections législatives étant tout à fait révélateur de ce qui a cours de nos jours. Symptomatique de ce qui se produit en Macronistan, comme diraient certains insoumis avec un soupçon de taquinerie. La société a-t-elle perdu toutes ses valeurs pour envisager qu'un jeune homme antifasciste qui s'est organisé avec des camarades pour répondre à l'absence et au manquement de l'État puisse être perçu comme le problème plutôt que ce qu'il combat? Rappelons-le, le plus clair du temps, il les combat idéologiquement et de manière pacifiste, sauf à être contraint de donner dans l'autodéfense, avec ce que cela implique, dans des situations d'agression ou de descente par des milices d'extrême droite. Vous avez compris l'idée, l'agressé devient l'agresseur et le violent, dans une telle logique. Si on met cette malveillance à l'égard de personnages tels que Raphaël en miroir avec les défilés de nerviers encagoulés, du type de celui qu'on a eu à Saint-Brévin, on ne peut que constater l'ampleur du problème et des dégâts. Pire encore lorsqu'on prend conscience du laisser-faire de nos dirigeants, que cela n'a ni alarmé ni indigné, qui les auront encadrés, faute de mieux, et semblent avoir fait le job selon eux. Pas une voix ne s'est levée pour dénoncer fermement ces défilés. Sur les médias mainstream, silence radio, ou pas loin. À peine une indignation qu'un élu soit pris à partie de la sorte. Ce qui attirait le plus l'attention, c'était l'attaque de la propriété du maire de la localité en question, quasiment. Soutien au capital oblige, ajoutons-nous. La Macronie, c'est 1984 tous les jours. On reviendra sur les faux semblants de renaissance concernant sa lutte supposée contre l'extrême droite. Le parti présidentiel, champion de l'économie. Autre illustration parfaite de ce que j'avance. On a vu Bruno Le Maire nous vanter ses mérites, nous dépeindre sa rigueur et son sérieux, ainsi que le côté réaliste et au demeurant efficace de la politique qu'il mène à Bercy. Son bilan concret est diamétralement opposé. Comme je l'évoquais durant mon podcast sur la droite et ses tartufferies, que je vous invite à écouter si ce n'est déjà fait, le résultat de cet ancien transfuge des LR est loin du compte. Il témoigne du décalage entre les mots et les actes. On peut envisager un léger gap entre les politiques souhaitées et celles effectivement mises en place. Des blocages aidants, tout n'est pas simple. Des choses peuvent entraver les démarches politiques des membres d'un gouvernement. Ici, rien de tout cela. Les solutions réalistes et indépassables promulguées sont un échec et un échec cuisant, rien d'autre.
Force est de constater que la Macronie, si attachée à la démocratie, dans ses discours en tout cas, aura eu recours à tous les subterfuges. Impossible de suivre le compte des 49 alinéa 3 par exemple. Il a été utilisé plus d'une vingtaine de fois, au bas mot, jusqu'à ce qu'on finisse par s'y perdre. Je pense que le compte a dû s'achever à 23, mais à vérifier. D'autres points de la Constitution seront devenus connus de tous, tant la Macronie aura épuisé toutes les possibilités que lui aura offert la Constitution de 1958. Revenons à notre ministre de l'économie et son génie incomparable. Je ne reprends pas les données factuelles, elles sont dans le podcast. La dette creusée de 1000 milliards, c'est lui. La dégradation de la note du pays par ses copains des agences de notation, c'est lui. Nous nous estimons donc heureux d'avoir pu jouir de la présence de ce chantre de la réduction de la dette publique au plus haut sommet de l'État. Qu'aurions-nous fait sans lui, sans ses lumières d'expert, sans son efficacité, dont il aura fait la publicité à chacune de ses interventions? Cela m'inspire un léger trait d'ironie, comme vous aurez pu vous en rendre compte. Par souci d'honnêteté intellectuelle, on veut bien excuser une partie de ce revers, celle du Covid, et encore. La politique étant un tout, quelque chose à entrevoir dans la globalité, difficile de soustraire la partie du désastre incombant à la mise à mal des services publics, à commencer par celui de la santé. Cette destruction programmée et entamée associée à des relocalisations qui ont eu un impact significatif, que nul ne saurait nier ou ignorer. Là encore, la politique gouvernementale a joué un rôle majeur. Politique qui nous aura envoyés dans le mur en dépit d'être indépassable et la seule alternative, selon ses initiateurs. Margaret Thatcher est toujours une source d'inspiration pour nos apprentis sorciers, la touche orwellienne étant une création originale des artistes qui nous dirigent. Leurs pattes, leur signature. Bref, on aura compris qu'avec la Macronie, ces échecs sont des grandes victoires pour le pays. Et que les succès et progressions de la France sont nombreux, sous leur conduite avisée, quand on les écoute, tout du moins. Une altération en bonne et due forme de la réalité. Cette vérité alternative se traduisant par un appauvrissement global de la population et un nombre croissant de gens sous le seuil de pauvreté. Concernant l'emploi, on est dans la même veine. Tout va bien également, selon nos apôtres. La chute du chômage consistant à la précarisation généralisée et à faire du travailleur pauvre la norme. Enfin, ne nous le cachons pas, tout cela consiste en la partie immergée de l'iceberg. En plus vient le reste, les recettes courantes utilisées par tous les autres avant eux. Comme, par exemple, rayer les privés d'emploi des listes des demandeurs, pour les priver de prestations et les forcer à retrouver une activité rémunérée dans les meilleurs délais. C'est comme cela que fonctionnent leurs esprits étriqués. Ah oui, car au passage, une activité sans valeur marchande ne vaut rien à leurs yeux. Si vous n'apportez pas votre pierre à l'édifice des capitalistes, votre contribution compte pour du beurre. Seul l'aimable chair à canon du système est éligible à jouir d'une bonne opinion à leur sens. Et encore, n'envisagez pas de récompenses plus concrètes ou conséquentes. C'est peine perdue. Je vous fais grâce des traditionnelles techniques de manipulation des chiffres, comme de faire disparaître le halo du chômage ou se servir des résultats de certaines catégories pour embellir la situation. Les personnes concernées étant sorties des chiffres sans pour autant être sorties de l'auberge. Simplement parce qu'elles effectuent quelques heures de travail nettement insuffisantes pour pouvoir en vivre. Qu'importe, l'opportunité est trop belle. Ils n'ont pas menti sur leurs capacités. Il faut leur reconnaître un vrai talent pour enjoliver la réalité et la rendre plus acceptable et confortable psychologiquement. En particulier pour quiconque est suffisamment naïf pour y croire. Avec Renaissance, la lutte contre la précarité équivaut ni plus ni moins qu'à poursuivre une politique de chasse aux privés d'emploi. L'alternative étant de trouver des façons détournées de les faire sortir des statistiques. Ils tiennent leurs promesses sociales du point de vue statistique, à défaut d'autre chose. J'avais promis d'y revenir, nous y sommes. La Macronie et le recul du RN. Au rayon des promesses que Renaissance et ses satellites auront fracassées, on a bien vu comment ce groupement politique, qui était censé faire barrage au Rassemblement national et à ses idées, n'aura finalement été qu'un marchepied pour le parti de Marine Le Pen. La Macronie avait emboîté le pas d'un PS qui lui montrait la voie de l'extrême droitisation, en lançant l'idée absurde d'une possible déchéance de nationalité. Idée aux allures de blague aussi dérangeante que ridicule. Personne ne pouvant considérer une telle politique comme un mode de dissuasion d'une personne radicalisée. La personne encline à perpétrer des attaques se rétractant finalement et renonçant à son funeste projet. Vous l'aurez compris. C'était une mesure en trompe-l'œil ou un feu de paille, mais dont l'impact allait être réel du côté idéologique, à défaut d'autre chose, de quelque chose de mieux. Elle confirmait le glissement de presque tout le spectre vers la droite ou l'extrême droite. Macron était déjà quelque peu aux manettes sous la présidence du PS.
De par sa fonction de ministre de l'économie, il a commencé à contribuer à l'avancée du RN. Son implication se faisant sentir dans les espoirs déçus d'avancées sociales significatives qui ne seront pas matérialisées. Le PS, en choisissant de mettre en place un élément issu du programme de l'extrême droite et en introduisant des lois liberticides sur lesquelles le RN n'avait rien à redire, a enclenché un processus. Macron s'est infiltré dans la brèche créée, avec plaisir. Il n'en demandait pas tant, Le Pen pareil. Pour reprendre une formule toujours quelque peu d'actualité, Macron a été plus loin, plus vite, plus fort, en quelque sorte. Je dirais jusqu'à se transformer en accélérateur de particules de la formation d'extrême droite. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La progression de Le Pen et ses collègues a été accrue et s'est accélérée. Elle est devenue fulgurante sous le régime néolibéral de Macron et de ses sbires, et à mesure qu'il semait la désespérance et une forme de résignation. Le tout évidemment corrélé au recul des services publics, maintenant les liens entre les gens. Outre le fait que l'écart entre les deux partis est fondu comme neige au soleil entre 2017 et 2022, et qu'une victoire du RN en 2027 soit probable, l'idée de la normalisation du parti présidé par Bardella est désormais intériorisée par beaucoup. Évidemment, parti présidentiel en tête. Les propos de Darmanin chez Apolline de Malherbe étaient de cette teneur et dissimulaient à peine la forme de connivence entre les deux formations. Peu surprenant, venant de celui qui avait jugé Marine Le Pen trop molle et lui avait conseillé l'usage de vitamines, pour reprendre ses mots. Pas beaucoup mieux dans le reste de l'officialité. Les médias, tout comme certains représentants du personnel politique, ayant œuvré dans cette direction avec un zèle inégalable. Voilà qui nous remémore que les milieux d'affaires s'accommodent fort bien des régimes autoritaires, et que les oligarques à la tête de ces machineries de combat idéologiques ont résolument choisi leur camp depuis bien longtemps. L'épisode de la campagne de Zemmour propulsée par Bolloré étant édifiant. Si le résultat du candidat d'extrême droite se traduisit en échec complet, on aura vu tous les mécanismes se mettre en branle pour lancer la campagne du petit Z et en faire un présidentiable. Cela paraissait alors crédible, du moins, cela a pu faire illusion pendant un moment. Comment ne pas souligner l'attitude de certains élus Renaissance, qui n'ont pas hésité à mettre sur un pied d'égalité la gauche et l'extrême droite. Pire, certains ont relayé que LFI était un danger plus important que le RN, ce qui témoigne d'une complicité qui n'est plus à démontrer. Je vous invite à l'écoute des chroniques hebdomadaires de Sébastien Fontenelle de Blast, ou encore à la lecture de son très bon ouvrage consacré à Macron, pour approfondir tout cela. Le rôle des Prisca Thévenot, des Aurore Berger est délétère. À la limite, ce positionnement est plus compréhensible pour une droitière de toujours comme Berger, mais il n'en est pas moins très grave. La confusion que cela peut générer chez les moins politisés reste conséquente, en dépit de la défiance du plus grand nombre envers les médias et certains politiciens du pays. Mais on ne va pas faire comme si ce n'était pas intentionnel, puisqu'il n'en est rien. Comment ne pas se pencher sur le cas de Jupiter en personne? Lui non plus ne se sera pas contenté de jouer les figurants, mais aura activement pris part à la montée. On peut penser que la dissolution de l'Assemblée nationale était un acte insensé et irresponsable. Enfin, à condition de ne pas y voir une vraie intentionnalité de voir débarquer un Premier ministre d'extrême droite. Rien n'est moins certain, surtout quand on a en tête la configuration politique au sortir de l'élection européenne. Il est désormais dans toutes les têtes que Macron aura semblé s'amuser de la situation et avait versé dans l'autosatisfaction en se vantant d'avoir balancé une grenade dégoupillée dans les pattes de ses adversaires. On imagine que le réceptacle était supposément la gauche, prioritairement. Pas de chance, le plan a capoté, comme on dit. L'image qui me vient à l'esprit est celle du coyote, dont le plan tourne au vinaigre et que le roadrunner ridiculise. Pour la touche d'humour, cela me rappelle la fois où notre guide suprême avait été dépeint en Pépé le Putois après un virage incontrôlé et une sortie de route monumentale à base de formules grivoises involontaires en anglais. Autant de raisons de s'exclaffer, surtout quand le Mozart de la finance est considéré comme une personne s'exprimant bien en anglais. L'espoir fait vivre. Mais les médias aiment à sortir la brosse à reluire. Bref, parenthèse refermée. Comment essayer de croire en une mise en distance de l'extrême droite alors que depuis 2022, les blocs d'extrême droite et d'extrême centre se sont alliés sur 50% des textes qui ont été présentés à l'Assemblée nationale. Ils ont voté conjointement tous les textes antisociaux mis sur le tapis par la Macronie. Ils ont fonctionné en symbiose pour faire de la vie des possédants un paradis sur terre. Le refus du gel des loyers, le rejet de la taxation sur les superprofits, le vote contre les augmentations respectives du SMIC et des salaires, la proposition de loi pour le rétablissement de l'ISF mise à la poubelle, ou bien le blocage des prix rendu impossible par leur vote contre, illustrant entre autres ce que j'avance. Dans cette situation, on ne s'étonne pas de la formule de Lordon qui dépeint Macron et Le Pen
comme la fasciste et le fascisateur. Cette formule a le mérite de nous rappeler que, partout, les politiques néolibérales ont eu les mêmes effets. Elles ont engendré la montée des nationalistes et nationalismes, parfois jusqu'à faire basculer certains pays à l'extrême droite. L'arc républicain façon George Orwell. Dans ce qu'il y a de plus grave et de plus ridicule, il y a la notion d'arc républicain incluant désormais le RN. Déjà, la distribution de brevets de républicanisme est drôle en soi, pour ne pas dire ridicule. A fortiori, quand les jurys qui vous distribuent le précieux sésame appartiennent à des forces qui ont longtemps refusé, et parfois même combattu, la République. Rappelons-le, dont certains jusqu'à des périodes récentes. Voilà un bel exemple d'inversion des valeurs. Les personnes en question occultent volontiers qu'en France la République est sociale, et qu'elle est l'héritage de la Révolution française. Acte fondateur qui n'est pas reconnu par certains, justement. Petit développement rapide. Nul besoin d'insister sur le fait que leur attachement à la République ne se manifeste pas par l'adoption inconditionnelle du triptyque liberté, égalité et fraternité, alors que le pouvoir en place s'est tellement appliqué à faire le bonheur des dominants et à creuser les écarts, de tout point de vue, entre les élites économiques et le reste de la population, dont une grande partie s'est retrouvée aspirée par le bas. En outre, on sait que des courants demeurent parmi les droites dures, courants qui persistent à ne pas reconnaître la République, voire à souhaiter passer à autre chose. Les courants royalistes, par exemple. Certains allant jusqu'à nommer la République la gueuse. On constatera aussi le décalage entre la FI pointée du doigt pour vouloir passer à une autre forme de République, une République plus démocratique, et tous ceux qui souhaitent y mettre fin, qu'on laisse soigneusement tranquille, qu'on traite avec une bienveillance toute particulière. Quoi qu'il en soit, on voit comment le curseur est placé. Et les filles, pour beaucoup, ne fait pas partie de l'arc en question, et pour cause. L'arc que les forces de droite ont déterminé se trouve être un arc réactionnaire, qui n'a pas fait sienne la devise qui est inscrite sur les frontons des mairies, donc encore moins les valeurs auxquelles elle est associée, comme je l'ai mentionné peu auparavant. Le tournant qu'a pris la situation politique au sortir des élections législatives parle plus que 1000 mots. Aucune des forces figurant parmi le dit arc républicain ne s'insurge contre le fait que le résultat des urnes n'ait pas été respecté par Jupiter. Beau respect des règles de la République et de la loi qui la fonde, en somme. Les exemples regorgent dans les médias et autres, et notamment dans la propagande de l'officialité. On y voit l'évolution à la 1984 qui se déroule sous nos yeux, sur le plan national comme à l'international. La société à la Orwell à l'intérieur et au-delà des frontières. Je m'excuse par avance de quelques maladresses ou inexactitudes qui pourraient se glisser dans cette partie délicate à traiter et sur laquelle j'ai choisi de ne pas m'attarder. Le sujet étant complexe, il aurait mérité un développement complet à lui tout seul. Ce n'est pas l'option que j'ai retenue, ne me considérant pas comme suffisamment expert. Je compte m'appuyer sur mes compétences littéraires et linguistiques, une forme de bon sens pour partager ma take. En effet, ce qui se passe en Palestine est incroyable, pour ce qui touche du renversement des valeurs. Si chacun d'entre nous trouve effroyable ce qui s'est produit le 7 octobre, il est aussi impensable qu'on continue à déverser le même discours aujourd'hui. Aussi dégoûtante et révoltante qu'aient pu prendre les formes des attaques du Hamas et le bilan qui en a découlé, insister sur l'idée du droit d'Israël à se défendre dans la configuration de ces dernières semaines est hallucinant. Si on a pour optique la défense d'Israël qui est légitime, on devrait parler de renseignement, de dômes de fer, de forces spéciales, bref, de techniques et tactiques défensives, de moyens défensifs à proprement parler, et non de pilonnage de certaines zones. Pilonnages qui ont des allures de contre-attaque, ou de facto d'offensive, par leur caractère massif. La seule configuration échappant à ce raisonnement étant le cas où Israël aurait pour objectif de taper des points très définis, visant à affaiblir l'adversaire, des frappes chirurgicales autrement dit. Par ailleurs, les bombardements en question semblent être vus comme des entorses, même au droit de la guerre, à l'instar d'écoles rasées ou d'hôpitaux pris pour cible. Le droit de se défendre n'est pas, selon moi, en adéquation avec des incursions en Cisjordanie considérées comme un territoire occupé par la résolution de l'ONU. C'est encore moins compatible avec des incursions au sein d'un autre territoire souverain, comme le Liban, en vue d'y mener des actions. Que des dirigeants du Hamas se trouvent ici ou là n'autorisent pas des interventions dans certains pays de ce que je comprends. Des négociations diplomatiques peuvent voir le jour dans l'optique d'extrader des gens ayant pris part aux attaques. Cela rentre parfaitement dans le cadre d'une défense. Dans tous les cas, une intervention sur le sol d'un autre pays ne peut être vue comme une initiative de défense, me semble-t-il, sauf à toucher exclusivement du matériel militaire destiné à être utilisé contre soi.
Tirer ce fil est très dangereux. Cela peut être l'objet de l'embrassement de toute une région et avoir pour conséquence une escalade. La Macronie amoureuse de la démocratie. Il est toujours savoureux de rembobiner le film. Il est toujours savoureux de rembobiner le film et de faire des flashbacks sur certaines séquences. Difficile de ne pas avoir en mémoire cette campagne incessante contre Mélenchon qui refusait, selon eux, le verdict des urnes et la victoire de Macron à l'élection à Rennes. Des mois de bashing incessant avaient été réservés aux leaders insoumis dans tous les médias, sur tous les plateaux. En réalité, il regrettait d'avoir échoué à si peu de voix du deuxième tour. Il avait une légitime amertume compte tenu du rôle joué, une fois de plus, par les autres formations de gauche. Et puis, appelons les choses par leur nom. Il me semble plutôt normal que quelqu'un qui prend part à une compétition souhaite la gagner. Qu'elle soit politique et électorale ne change rien en l'espèce. En tout cas, cette période apparaît de nos jours tout particulièrement significative et comique, au regard de ce qui s'est produit depuis lors. On a eu le droit à 2 étapes distinctes en fait. Une première phase où les macronistes criaient sur tous les toits qu'une majorité relative n'enlevait rien à leur légitimité et qu'il fallait leur laisser les mains libres de continuer leur projet, leur permettre de pousser plus loin leur programme néolibéral. Ils appelaient tout le monde à faire comme si rien ne s'était passé aux législatives de 2022, voire réclamaient le plein pouvoir en quelque sorte. Ils ne se seront au passage pas vraiment gênés pour brutaliser le pays et l'Assemblée, ce qui ne résultera sur aucune indignation, notamment côté médias. C'est la période où les macronistes se seront vraiment mis à l'action. Celle où ils nous auront montré leur vrai visage, un visage hideux, celui d'un parti définitivement autoritaire. Renaissance qui en avait cure de l'opposition et qui n'a rechigné devant aucune méthode pour atteindre ses objectifs politiques. Ouvrons une parenthèse, on aura vu les gouvernements de Macron se livrer à des tentatives d'enfumage généralisé, afin de continuer à faire croire en une démocratie vivante, alors que nous sommes désormais classés dans les démocraties défaillantes. Les Ségur, grands débats et d'autres grandes opérations de communication avec le grand chef en bras de chemise, nous infligeant ces speeches aussi verticalement que possible, voulant donner des apparences de participation, ne trompant pas grand monde, je pense. Et notons-le, habituellement ces opérations se déroulant devant un parterre de gens triés sur le volet, en guise de preuve par l'absurde. Refermons la parenthèse. Évidemment, vous connaissez la suite, on a basculé dans autre chose, dans le total déni de démocratie. Je ne vois pas comment qualifier autrement ce qui se passe depuis que le nouveau Front populaire a remporté l'élection qui se tenait en ce début juillet 2024. Transition toute trouvée, voici que le JO se profile. Macron et la trêve olympique. On ne nous prendrait pas un petit peu pour des jambons ? Question qu'on peut légitimement se poser. En tout cas, de la tartufferie en veux-tu en voilà. C'est ce qu'on nous propose, assurément. Alors que le président de la République réclamait une trêve olympique, son gouvernement sortant, supposé se cantonner à la gestion des activités courantes, s'est livré au passage d'un nombre important de décrets dans la chaleur de l'été. Procédé devenu habituel, mais cette fois-ci rendu encore plus facile par la ferveur de la compétition olympique qui se déroulait dans la capitale. Ni vu ni connu, le tour a été joué. Avec, pour diversion, le chef de l'État s'activant dans tous les sens et faisant le show. Il multipliait les accolades à tous les athlètes se dressant à proximité de son chemin. Chaque symbole de réussite était méticuleusement récupéré par le champion du camp des winners et le VRP de la classe des super riches et de la France qui va bien. Il avait beau tenter, dans ses propos, de dépolitiser les jeux, son attitude était aux antipodes. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne l'avons jamais été. Avoir essayé de nous dépeindre les JO comme un événement sportif dénué de politique constituait une vaste blague. De l'instrumentalisation par l'Allemagne nazie en 1936 aux athlètes noirs américains gantés le poing levé, jusqu'au boycott de certains pays quand les Jeux avaient lieu dans des pays ennemis, l'histoire des Jeux est remplie de mélanges entre sport et politique. Ce dont témoignait par ailleurs ce bras de fer entre URSS et USA, qui souhaitaient montrer leur rayonnement au travers de cette vitrine internationale et qui se seront fait la pige pendant toute la guerre froide, chacun cherchant à humilier l'autre. Cette édition n'était pas en reste. On assistait à la consécration de la victoire des grandes marques internationales et des firmes multinationales qui se sont taillées la part du lion. Rappel important, Emmanuel Macron a cherché, à un moment, à se faire passer pour le champion de la Terre. Il a aussi multiplié les éléments de langage comme son fameux « Make our planet great again », slogan emprunté à Donald Trump. Un climato-sceptique, tout un symbole.
symbole qu'il a détourné pour sa gloriole. On n'a pas de doute qu'il avait à l'esprit de parfaire sa stratégie d'autocélébration, qui n'est pas sans raisonner avec les mots des sociologues Monique et Michel Pinson-Charlot, spécialistes de la bourgeoisie. Quoi qu'il en soit, cette campagne de communication n'a pas duré bien longtemps. Tout le monde ayant identifié qu'un champion de la Terre condamné à 2 reprises dans son propre pays pour inaction climatique tenait plus de la loufoquerie et du storytelling qu'autre chose. Pour m'acheminer vers ma conclusion, je souhaiterais ajouter que de nombreux organismes internationaux, ONG et autres, pointent du doigt un certain nombre de dérives qui ont cours en France, tant du point de vue diplomatique qu'institutionnel ou encore en matière de droits de l'homme, de discriminations observées, de pratiques policières et autres, dont au niveau du droit de manifester. Dans une telle optique, comment continuer à avoir du crédit sur le plan international dès lors que tout le monde se rend compte, sans mal, du décalage entre paroles et pratiques concrètes, a fortiori quand on est enclin à vouloir faire la morale et la leçon aux autres, certains pays et leurs dirigeants réellement autoritaires rigolant bien dans leur barbe face à la tartufferie de ceux qui nous dirigent. Le tout dernier tournant est encore plus hallucinant, puisque celui de cette fin de mois d'août sanctuarise le déni de démocratie auquel se livre le monarque présidentiel en refusant de nommer Lucie Castet Première ministre. La victoire du nouveau Front populaire leur ayant été volée pour un prétexte aussi malhonnête que fallacieux, que celui d'une majorité relative supposément insuffisante. Reste à déterminer si ce refus de démocratie donnera lieu à un aftermath de la même nature et envergure que le précédent de 2005, et dont on sent toujours l'effet et le poids de nos jours. Voilà, je vous propose de clore ici ce podcast. J'espère vous avoir donné à réfléchir sur le sujet. Comme d'accoutumé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Pour ma part, je vous donne rendez-vous bientôt, aussi vite que possible, avec un nouvel épisode de Nico, un point c'est tout. Merci de votre attention.